L'idée d'une maison de l'horreur peut sembler plus appropriée à une fête d'Halloween ou au décor d'un film effrayant. Cependant, pour ceux qui sont familiers avec le vrai crime, il y a une signification beaucoup plus sérieuse et sinistre derrière ce terme. Alors que les coupables de crimes odieux peuvent être mis derrière les barreaux, les scènes où ils se sont produits restent. Un rappel frappant, gravé dans la brique et le mortier, des crimes commis là-bas. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorerons 2 maisons de l'horreur. La famille Petit. Avant de devenir une scène de crime macabre, en 2007, la maison de la famille Petit à Cheshire, Connecticut était une maison de banlieue immaculée et pittoresque, avec une pelouse bien entretenue. Située dans un quartier calme et familial, c'était le dernier endroit où l'on s'attendait à ce qu'il devienne le lieu de l'un des crimes les plus horribles de l'État. Selon tous les contes, la famille Petit était très ordinaire. Le docteur William Petit, 50 ans, était un endocrinologue à Plainville et le directeur médical du centre de diabétologie Joslin à l'hôpital central du Connecticut. Il a épousé Jennifer Hawke Petit en 1985. Âgée de 48 ans, elle était infirmière et codirectrice du centre de santé à l'Académie Cheshire, une école privée internat. Ensemble, le couple avait 2 enfants magnifiques et intelligents. Haley, 17 ans, venait de sortir diplômée de l'école Miss Porter, où elle avait fait partie de plusieurs équipes sportives, dont le cross-country, le basketball et l'aviron. Elle était également une étudiante d'honneur à haut niveau et elle prévoyait d'aller à Dartmouth College pour suivre les traces de ses parents et étudier la médecine. Hayley a également dirigé une équipe de marche MS appelée Hayley's Hope qu'elle a utilisée pour collecter plus de 55 000 $ pour la recherche sur la sclérose en plaques après que sa mère a été diagnostiquée avec la maladie. Le plus jeune enfant du couple, Michaela, avait 11 ans. Elle prévoyait de reprendre l'équipe de marche MS après le départ de Hayley à l'université et avait l'intention de la renommer Miracle de Michaela. La jeune fille aimait cuisiner pour sa famille, chose qu'elle faisait souvent, et elle aimait aussi passer du temps à travailler dans le jardin avec son père. Cependant, tout a changé à l'été de 2007. Le soir du 22 juillet, Jennifer et Michaela sont allées à leur épicerie locale Stop & Shop pour ramasser les ingrédients nécessaires pour le dîner de cette nuit. C'est ici qu'elles ont attiré l'attention d'un homme de 26 ans nommé Joshua Komisarzewski, qui a décidé de les suivre chez elles, notant qu'elles avaient une belle voiture. Il a finalement aussi découvert qu'elle vivait dans une belle maison. Lors de son procès, en 2011, l'accusation a affirmé que Komisarzewski était motivé par l'argent et son intérêt pour Michaela. Selon Komisarzewski et son complice, Stephen Hayes, âgé de 50 ans, le plan original que le duo avait élaboré impliquait simplement de s'introduire dans la maison, de voler de l'argent et des objets de valeur et de laisser la famille ligotée mais indemne. Cependant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Vers 3 heures du matin le 23 juillet, le duo s'est introduit dans la maison et a trouvé William endormi sur le canapé dans la véranda. Après avoir trouvé une batte de baseball appuyée contre les escaliers du sous-sol, Komisarzewski a décidé de l'utiliser et a frappé le médecin endormi 4 à 5 fois. Alors qu'il saignait d'une blessure à la tête qui l'étourdissait rapidement, les criminels ont lié les poignets et les chevilles de William en utilisant des attaches de câbles en plastique et de la corde. Le docteur se souvient avoir entendu l'un dire à l'autre « S'il bouge, mets-lui 2 balles ». D'ici, Haley, Michaela et Jennifer étaient toutes attachées à leur lit, liées par les poignets et les chevilles dans leurs chambres respectives. Des têtes d'oreiller ont été placées sur chacune de leurs têtes. Satisfaits que tout le monde était retenu, Komisarzewski et Hayes ont commencé à saccager la maison à la recherche d'argent. Bien que William leur ait précédemment dit qu'il n'y avait pas de coffre-fort dans la maison, le duo a continué à chercher, finissant par trouver des relevés bancaires indiquant que le couple avait environ 40 000 $ sur leur compte. Soudain, un nouveau plan a été formé. Le duo attendrait que les banques ouvrent, puis forcerait l'un des membres de la famille à retirer une grosse somme pour eux.
Ils ont ensuite déplacé William au sous-sol et l'ont attaché à une poutre. Les images de la vidéosurveillance ont montré Hayes achetant pour $10 d'essence plus tard ce matin-là. Il a utilisé 2 bidons pris dans la maison de la famille Petit pour la stocker, puis est retourné à la maison où il a pris Jennifer et l'a forcé à retirer $15 000 pour lui et son complice. À la banque, Jennifer a rapidement expliqué la situation aux guichetiers, leur disant qu'elle et sa famille avaient été retenus en otage par des hommes qui voulaient de l'argent. Elle aurait dit qu'ils voulaient juste de l'argent et qu'ils étaient gentils. Le directeur de la banque a ensuite alerté les autorités et leur a transmis les mêmes informations. La police s'est discrètement rendue sur les lieux dans des voitures banalisées, établissant un périmètre de véhicules et évaluant la situation sans alerter les 2 hommes de leur présence. Pendant ce temps, à la maison Petite, commissaire Rzewski a agressé sexuellement Michaela, âgée de 11 ans. Cela a été découvert lors de son autopsie et le jeune homme de 26 ans l'a admis lorsqu'il a été confronté aux preuves. Il a également photographié l'agression. Il a dit plus tard qu'il croyait que la jeune fille avait 14 ou 16 ans. Des tests médico-légaux sur ses vêtements ont révélé que commissaire Rzewski avait tenté d'effacer les preuves avec de l'eau de Javel. Après le retour de Hayes et Jennifer à la maison, Hayes aurait été provoqué par son complice pour agresser sexuellement la mère de 2 enfants dans le salon. William, à peine conscient dans le sous-sol, a entendu l'agression de sa femme à l'étage. Il lui a crié de ne pas s'inquiéter, tout sera fini dans quelques minutes. Puis, utilisant une poussée d'adrénaline, il s'est libéré de ses entraves et s'est échappé par les sorties du sous-sol, rampant jusqu'à la maison d'un voisin qui ne l'a pas reconnu parce qu'il était tellement battu et ensanglanté. En découvrant que William avait disparu, commissaire Rzewski a alerté Hayes, qui a étranglé Jennifer. Le duo a ensuite versé de l'essence sur son corps et dans diverses parties de la maison, y compris les chambres de Hayley et Michaela. Leurs vêtements et corps ont aussi été arrosés de la substance. Un incendie a été déclenché et les 2 hommes ont pris la fuite dans la voiture des petits. Michaela et Hayley ont succombé à la fumée. Hayes et commissaire Rzewski n'ont pas été très loin. Ils ont été vus en fuite par la police et attrapés à seulement un pâté de maison du domicile. Les 2 hommes ont avoué les meurtres, mais ont affirmé que l'autre était le moteur. Stephen Hayes était un criminel bien connu qui avait été arrêté près de 30 fois et avait passé presque toute sa vie à entrer et sortir de prison. Envoyé dans une maison de transition en 2006, c'est là qu'il a rencontré Joshua Komisarczewski. Joshua a été adopté par le fils d'un directeur de théâtre après que sa propre mère, qui n'avait que 16 ans, l'ait abandonné. Dans les années 90, sa sœur l'a accusé d'agression sexuelle. Komisarczewski a ajouté qu'il avait également été abusé sexuellement par son frère adoptif alors qu'il n'avait que 14 ans. Komisarczewski a également passé la majeure partie de sa vie à entrer et sortir de prison et a une fois dit aux autorités qu'il aimait la sensation d'envahir des maisons privées et de violer la sécurité des habitants de la maison. Les 2 hommes ont été condamnés pour meurtre et autres chefs d'accusation. Ils ont chacun été condamnés à mort, mais en 2015, en raison de l'abolition de la peine de mort dans le Connecticut, leurs peines ont été commuées en emprisonnement à perpétuité. Non seulement ce crime était vraiment horrible, mais le rôle joué par le département de police est devenu controversé. Beaucoup se sont demandé pourquoi les autorités n'ont pas agi plus tôt alors qu'elles étaient sur les lieux. Peut-être aurait-il pu sauver les enfants et Jennifer s'il l'avait fait. La police a expliqué qu'il pensait en être confronté à une situation de prise d'otage et qu'il ne savait pas combien de malfaiteurs se trouvaient dans la maison, ni combien d'armes il y avait. Il a également été rapporté que les supérieurs avaient donné l'ordre aux officiers de ne pas entrer en contact avec Hayes lorsqu'il était revenu avec Jennifer. On leur avait également dit de ne pas appeler la maison ni d'infiltrer le domicile. Ces dernières années, Komisarczewski, qui a maintenant 40 ans, a tenté de faire appel de sa condamnation et d'obtenir un nouveau procès, mais son appel a été rejeté cette année par la Cour suprême du Connecticut. William, le seul survivant de l'attaque brutale, s'est remarié en 2012 avec une femme nommée Christine Palouf, qu'il a rencontrée lorsqu'il faisait du bénévolat pour la fondation de la famille Petit. 1 an plus tard, le couple a eu leur premier enfant, un fils nommé William Petit III. William ne travaille plus en tant que médecin, consacrant la plupart de son temps à la fondation qui vise à éduquer les jeunes, soutenir ceux qui souffrent de maladies chroniques et protéger ceux qui sont touchés par la violence. Dans les années qui ont suivi la tragédie, la maison des Petits a été démolie.
C'est maintenant un terrain contenant un jardin commémoratif pour la famille. La famille Bender. Cette petite cabane, située dans le canton d'Osage, dans le comté de Labette, au Kansas, à environ 7 miles de la ville moderne de Cherryvale, ne semble pas avoir jamais abrité plus qu'une famille ordinaire, travailleuse et modeste du 19e siècle qui essayait simplement de survivre. Mais c'est en fait la maison de la famille Bender, ou comme ils étaient plus communément connus, les Bloody Benders, une famille de tueurs en série dont les crimes étaient si choquants que leur histoire est maintenant devenue un mélange de vérité et de légende. Leurs méthodes macabres ont également été documentées sur une plaque dans la région, informant les visiteurs et les touristes de l'histoire sombre de la municipalité. En octobre de 1870, John Bender Sr. et John Bender Jr. sont arrivés à Osage. Ils ont enregistré environ 160 acres de terre près du Grand Sentier, Osage, et ont construit une cabane, une grange, un corail et un puits. Le sentier proche était l'unique route vers l'ouest, très fréquentée par les voyageurs. Puis, à l'automne de 1871, 2 femmes sont arrivées pour rejoindre les hommes Bender. La première était Elvira, aussi connue comme Mar Bender. L'autre était Kate, qui était initialement croyée être la fille du couple plus âgé et la sœur de John Jr. La modeste cabane en bois ne comportait qu'une seule pièce, qui était divisée en 2 par la couverture en toile d'une charrette. Il y avait aussi une trappe menant à une cave en pierre, et à l'arrivée des femmes, un petit potager et un verger de taille décente ont tous deux été installés à proximité. La zone principale de la cabane était aménagée en magasin général où la famille vendait des produits secs tels que de la poudre à canon, de l'alcool et du tabac. C'était aussi en partie une auberge où les voyageurs pouvaient en s'arrêter pour se reposer et prendre un repas fait maison. À l'arrière de la maison se trouvaient les quartiers de privés. Selon les rapports de l'époque, Elvira et John Sr. parlaient tous deux avec un fort accent allemand et connaissaient peu l'anglais. On pensait qu'ils avaient environ 60 ans, Elvira étant un peu plus jeune, peut-être 55 ans. Mar Bender était si peu amicale que ses voisins l'avaient surnommée la Diablesse. Pendant ce temps, John Jr., supposé avoir environ 25 ans, parlait couramment l'anglais avec un accent allemand qui n'était pas si prononcé. Il était également connu pour rire sans raison, amenant beaucoup de locaux à croire qu'il était, je cite, un demi-esprit. Kate semblait être la plus populaire de la famille. Âgée d'environ 23 ans, elle avait très peu d'accent et était décrite comme attirante et bien éloquente. Elle était également une guérisseuse et une voyante autoproclamée, qui distribuait des prospectus pour faire la publicité de ses pouvoirs et de sa capacité à guérir les maladies. Kate était connue pour conduire des séances, donner des conférences sur le spiritualisme et prôner l'amour libre. Elle était essentiellement l'attraction principale de l'auberge et de nombreux hommes s'y rendaient pour la voir et demander ses services. Lorsque les voyageurs et les passants ont commencé à disparaître peu de temps après l'arrivée des Bender, personne n'a vraiment prêté beaucoup d'attention. Après tout, la région était connue pour être dangereuse. Elle était remplie de dangers naturels et de bandits, et les rencontres avec les tribus amérindiennes voisines étaient monnaie courante. Mais en 1873, les rumeurs et les histoires sur les personnes disparues étaient devenues si courantes que beaucoup ont commencé à éviter le sentier. Des hommes innocents accusés d'être responsables des disparitions ont été capturés et relâchés par des vigilantes, et certains d'entre eux ont été chassés du comté par la suite. Puis, à l'hiver de 1872, un homme nommé George Lancor et sa fille en bas âge ont quitté Independence, Kansas pour se rendre en Iowa, mais on n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Un voisin avec qui il était proche, le docteur William Henry York, s'est inquiété lorsque George ne l'a pas contacté au printemps de 1873, alors il est allé le chercher. Il est arrivé à Fort Scott avant de décider de faire demi-tour et de rentrer chez lui. Cependant, il n'a jamais atteint l'indépendance. Heureusement pour le docteur York, il avait 2 frères bien placés qui connaissaient de ses plans de voyage et qui ont été immédiatement alarmés par le fait qu'il n'était pas rentré chez lui. Le colonel Alexander York a rassemblé une équipe d'environ 50 hommes pour partir à la recherche du docteur disparu. Le 28 mars, les hommes sont arrivés à l'auberge des Bender. Le colonel leur a expliqué la situation et leur a demandé s'ils avaient en vue le docteur York. La famille lui a dit que bien qu'il se soit arrêté une nuit pour un repas, il ne l'avait pas revu depuis. Ils ont suggéré la possibilité que le docteur ait eu des ennuis avec les Amérindiens en quittant la ville.
Le colonel York a admis que c'était possible et a dîné avec la famille avant de partir. Quelques semaines plus tard, le 3 avril, le colonel est revenu à l'auberge avec des hommes armés. Il a confronté les Benders à propos de la rumeur qu'il avait entendue qu'une femme avait fui l'auberge après avoir été menacée avec des couteaux par Elvira. John Jr. et Kate ont nié ces allégations, tandis qu'Elvira faisait comme si elle ne comprenait pas ce que disait le colonel. Cependant, York a continué à insister sur le sujet et soudainement Mar Bender a craqué, affirmant que la femme était une sorcière qui avait maudit son café. Elle a ensuite ordonné aux hommes de partir. Les hommes étaient choqués. Il était clair que la vieille femme maîtrisait mieux l'anglais qu'elle ne l'avait jamais laissé paraître. Avant que les hommes ne partent, Kate a dit au colonel York de revenir seul et qu'elle utiliserait ses capacités pour l'aider à localiser son frère. Alors que ces hommes pensaient que les manipulateurs et leurs voisins étaient responsables de la disparition du docteur, le colonel pensait qu'il n'avait pas encore assez de preuves pour agir. Les tensions entre Osage et les communautés environnantes ont augmenté alors que la municipalité était seule accusée des disparitions étranges qui se produisaient dans la région. En conséquence, la municipalité a organisé une réunion de ville à laquelle ont assisté 75 habitants, y compris le colonel York et les 2 hommes Bender. Le groupe a décidé que la meilleure ligne de conduite serait de mener des recherches dans les maisons entre Big Hill Creek et Drum Creek. Cependant, en raison du mauvais temps, il y a eu un retard pour commencer. Après quelques jours passés, un habitant passant près de l'auberge a remarqué que les animaux se promenaient et que le bâtiment était étrangement silencieux. On s'est alors rendu compte que la famille Bender avait fui la région. Des volontaires sont arrivés sur les lieux pour découvrir que la majorité des biens de la famille avaient disparu. En entrant dans le bâtiment, une odeur nauséabonde a été immédiatement remarquée. En suivant l'odeur, les hommes sont arrivés à une trappe dans le sol qui avait été clouée fermée. Lorsqu'ils l'ont ouverte, ils ont trouvé du sang coagulé sur le sol en pierre de la cave. Bien que plusieurs hommes aient pris des marteaux-piqueurs pour le sol, ils n'ont pas réussi à trouver de corps, bien qu'ils aient noté que le sang avait imprégné la terre en dessous. Le groupe s'est ensuite dirigé vers le potager et le verger, où ils ont commencé à sonder le sol avec des tiges métalliques. À la fin de la nuit, ils avaient découvert environ 9 sites de tombes présumées et avaient récupéré le corps du docteur York. Après cela, les hommes ont décidé de terminer la nuit et sont revenus le matin. C'est à ce moment qu'ils ont trouvé 8 corps dans 7 des 9 tombes présumées, ainsi que plusieurs parties de corps différentes. Toutes les victimes, sauf une, avaient la tête fracassée et la gorge tranchée, et certaines avaient été indécemment mutilées pour utiliser les mots d'un homme de l'époque. L'une des victimes était une jeune fille sans blessure mortelle visible, ce qui a conduit à la théorie qu'elle avait été soit étranglée, soit enterrée vivante. Certaines des victimes étaient riches, mais beaucoup n'avaient rien de valeur. Cela a provoqué des spéculations selon lesquelles la famille tuait simplement pour le frisson plutôt que dans l'intention de s'enrichir rapidement. On pense que la méthode d'exécution des Bender ressemblait à quelque chose comme ça. Les invités insoupçonnés à l'auberge étaient invités à s'asseoir près du séparateur en toile sur une chaise qui était sur la trappe. Ils étaient souvent placés dos au tissu pour qu'ils ne voient rien quand l'un des hommes, Bender, s'approchait par derrière le rideau et frappait le crâne de la victime avec un marteau. Après, on pense qu'une des femmes Bender a dû trancher la gorge de la victime pour s'assurer qu'elle était morte. La victime était ensuite poussée dans la cave et plus tard dépouillée de ses biens avant d'être enterrée dans le verger. Fait intéressant, plusieurs victimes, presque de la famille Holly, sont venues dire qu'elles avaient été verbalement maltraitées et physiquement menacées pour avoir refusé de s'asseoir près du séparateur de toile. Au moins une douzaine de trous de balles ont été trouvés dans le toit et les côtés de la cabine aussi, suggérant que plusieurs victimes avaient tenté de se défendre. La nouvelle des découvertes s'est vite propagée. Environ 3000 personnes de tout le pays sont venues voir les tombes et la cabine par elle-même. Les chasseurs de souvenirs ont pratiquement démantelé le bâtiment brique par brique. Les fonctionnaires de l'État ont offert une récompense combinée de $3000 pour la capture de toute la famille Bender, ce qui équivaut à environ $60 000 aujourd'hui. 12 hommes du comté ont été arrêtés et accusés de complicité pour avoir aidé la famille à se débarrasser des biens volés. Les détectives ont fait de leur mieux pour traquer les Benders. Ils ont suivi les traces de chariots menant à la charrette familiale et à leurs chevaux affamés.
Elle se trouvait juste à l'extérieur des limites de la ville de Tyre, à 12 miles au nord de l'auberge. Il a été confirmé à Tyre que la famille avait acheté des billets de train pour Humboldt dans le comté d'Allen, au Kansas. Selon les rapports, John Jr. et Kate sont descendus du train à Chinook et ont pris un autre service pour le comté de Red River près de Denison, au Texas. De là, le duo s'est rendu dans une colonie de hors-la-loi qui était censée bord de la région entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Cependant, les autorités ont refusé de poursuivre les frères et sœurs plus loin, car on savait que les hommes de loi qui entraient sur le territoire ne revenaient souvent jamais. Mais selon un détective qui aurait suivi la piste, John Jr. serait décédé d'une hémorragie interne. Pendant ce temps, les Benders plus âgés ont continué vers Kansas City, où l'on croit qu'ils ont acheté des billets pour Saint-Louis, Missouri. Au fil du temps, plusieurs groupes de justiciers ont affirmé avoir capturé et tué la famille Bender. Certains disent qu'ils ont tous été exécutés par balle, tandis que Kate était brûlée vive. D'autres disent avoir été lynchés, tandis qu'un groupe prétend qu'ils ont été tués par balle. Cependant, aucune preuve n'a jamais été apportée pour prouver l'une de ces affirmations et personne n'a jamais réclamé la récompense de $3 000. La recherche de la famille a continué de manière intermittente pendant environ 50 ans. On pense qu'ils sont responsables des meurtres de plus de 20 personnes. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les véritables identités de la famille. Aucun membre n'avait le nom de famille Bender, et seulement 2 d'entre eux étaient réellement considérés comme apparentés. Certains pensent que John Sr. était un homme nommé John Flickinger qui aurait mis fin à ses jours au lac Michigan en 1884. La même année, un homme ressemblant à Bender a été arrêté au Montana pour un meurtre commis en Idaho où la victime a été tuée par un coup à la tête, à l'aide d'un marteau. Cependant, avant qu'il ne puisse être identifié par les autorités de Cherryvale, l'homme s'est coupé lui-même le pied pour pouvoir échapper à ses chaînes et est rapidement mort de ses blessures. Lorsque les enquêteurs sont arrivés, le corps n'a pas pu être identifié en raison de la décomposition. On pense que le vrai nom d'Elvira serait Almira Hillmark, bien qu'il soit souvent mal orthographié comme Meik, M-E-I-K. Elle aurait eu de nombreux maris et selon la rumeur, elle en aurait tué plusieurs. Elle a également eu 12 enfants, dont l'un serait Kate Bender, dont le vrai nom était apparemment Eliza Griffith. Le vrai nom de John Jr. était John Geber, et il est en fait considéré comme le mari de Kate et non son frère. En 1889, une femme nommée Almira et sa fille, Sarah Elizabeth, ont été arrêtées pour vol en Michigan. On les accusait d'être Elvira et Kate, mais leur identité n'a jamais été confirmée. Cependant, il n'y avait pas assez de preuves pour prouver l'identité des femmes et elles ont finalement été libérées. Leur sort est incertain. En fait, le sort des 4 membres est incertain et il n'y a aucune preuve pour prouver ce qui leur est arrivé. Une grande partie des informations concernant l'identité de la famille est basée sur des spéculations, avec peu de preuves pour étayer leur prétendu vrai nom. Aucun document n'a jamais été trouvé qui révélerait chacun de leurs noms ou leurs liens les uns avec les autres. La cabane où les meurtres ont eu lieu n'est plus debout, mais le terrain où elle se trouvait était en vente en 2020. Fait intéressant, les propriétaires de l'époque qui possédèrent le terrain depuis les années 50 n'ont jamais effectué d'excavation, ce qui amène certains à croire qu'il y a encore plus de victimes là-bas qui se cachent sous la terre et voilà les faits. Partagez vos théories et spéculations dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon pour un accès anticipé à nos documentaires et à des épisodes spéciaux trop proches de chez vous. Merci de regarder. Restez vigilants, restez en sécurité et je vous verrai la prochaine fois.